opérateurs économiques, commerçantes et commerçants, citoyens de toutes catégories. Bâtir une maison ou un centre de commerce autour d'un poteau électrique, c'est mettre sa vie et celle des autres en danger. Évitons par tous les moyens cette cohabitation à haut risque avec les poteaux électriques. Le CEG Titirou, dans le premier arrondissement de Parakou, connaît une situation très tendue. Des jets de pierre et autres actes de vandalisme avec pour corollaire portes et persiennes fracassées, lampes brisées et une cour bien insalubre. À l'origine, l'application d'une sanction à un élève en infraction. C'est le surveillant qui a surpris un élève qui gardait le portable. Donc le surveillant a pris le portable et il a cassé le portable. C'est ainsi qu'avec le concours de censeur du surveillant et des collègues qui étaient sur place, nous avons réussi à lui arracher le portable que j'ai détruit systématiquement. Le portable ayant été détruit, ça les a révoltés. Et un groupuscule de la classe, ils se sont déshabillés, ils sont allés vers les ouvriers qui sont en train de construire leur infirmerie pour ramasser des bois et ont marché sur la surveillance générale. Ils nous ont assaillis avec des coups, des jets de pierre, ils ont cabossé tout, il y a eu beaucoup de dégâts, ils ont endommagé mon véhicule, la pare-brise est cassée. Venu à la rescousse du mis en cause, une bande d'élèves va ainsi semer la terreur au sein et aux alentours du collège pendant un bon moment. Mais l'intervention des forces de l'ordre et de sécurité va vite dissiper les ardeurs des élèves rebelles. Le comportement de nos enfants ne m'agrée pas en tant que parent d'élèves. Quand ils avaient commencé à faire ce bruit-là, je suis venue, j'ai dit comment vous m'appelez? Ils ont dit maman. J'ai dit alors, ce n'est plus un problème qui est au niveau des élèves et des professeurs, jusqu'à casser les portes. Replier en tant que parent d'élèves, on va se voir et gérer la situation avec vos enseignants. Mais à ma grande surprise, les enfants ont commencé à jeter des pierres sur les policiers. Ce n'est pas normal. En attendant la décision des autorités compétentes en la matière, Razak Amadou, le chef du premier arrondissement, appelle tous les acteurs du système éducatif à mieux jouer leur rôle afin d'éviter de tels incidents. Cette acclamation équivaut à un tapis rouge à lui dresser. Candide Azanaï, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été accueilli en grande pompe par ses militants. Ce n'était pas une rencontre statutaire du parti. Restaurer l'espoir, ils étaient là pour présenter les vœux de nouvel an à leur leader. Que l'Éternel puisse lui accorder la sagesse, l'intelligence nécessaire pour conduire le parti Restaurer l'espoir à bonne destination. Les femmes du parti n'ont pas dérogé à la règle, elles avaient aussi des doléances. Que les femmes du parti Restaurer l'espoir soient beaucoup plus représentatives sur les listes électorales pour les prochaines échéances. Ils sont au gouvernement, au Parlement, même à des niveaux de gestion locale. Ils veulent rayonner davantage. Un vœu pieux qu'exprime ici le coordonnateur national et le secrétaire général du parti. Plus de travail, plus d'enthousiasme, plus d'engagement, un pas. Un autre pas encore, un autre pas est tenu cahier à chaque pas. Notre parti grandit, se consolide, prend du volume, se bonifie et participe activement à la construction d'un Bénin nouveau. Candide Azanaï invite ses militants à maintenir la dragée haute. Pour la patrie, je voudrais vous le dire, ce n'est pas ce qu'on reçoit qui compte, c'est ce qu'on donne qui compte. Plus que jamais, ils sont engagés dans la marche de l'espoir. Ils ont chanté en chœur l'aube nouvelle. Bénin.
Obama a été élu en 2008 par une génération qui est arrivée sur les réseaux sociaux. C'est la première campagne qui a été menée essentiellement sur les réseaux sociaux. Et donc c'est le président jeune, le président qui a porté des espoirs d'une population meurtrie par 8 ans de lutte contre le terrorisme avec ce que ça coûte. Donc il a essayé d'apaiser le peuple américain dans sa gestion. On lui reproche un manque d'autorité parce qu'il a voulu être un président plutôt apaisant et apaisé. Je pense que son chantier principal a été celui de l'assurance maladie universelle, qui est beaucoup de présidents, notamment Bill Clinton, qui était le plus proche d'y arriver avec sa femme Hillary, et qui n'ont pas pu le faire. Et il a réussi à voter cela. Maintenant, il faut savoir que sa gestion internationale a été un peu chaotique parce qu'il s'est concentré sur les problèmes de l'Amérique, l'économie américaine, qui a redécollé sous son mandat. Après la crise de 2008, il y a eu la crise des subprimes, la crise financière mondiale, internationale, avec la crise aussi du marché automobile. Et je vous dis que durant son mandat, il a quand même relancé l'industrie automobile, qui est un moteur de l'économie américaine et de l'économie mondiale. Sur le plan économique, il faut dire que Barack Obama a réussi à redresser l'économie des États-Unis de l'Amérique, parce qu'il y a ça plus de fonctions. Beaucoup de sociétés étaient en faillite. Il a quand même réussi à mettre en place un système qui lui a coûté près de, si je ne me trompe pas, près de 800 milliards de dollars, qui a permis aux banques de ne pas sombrer. Voilà quelqu'un qui a pris l'économie au creux de la vague. L'affaire des subprimes. La France aussi était à ce niveau. La France n'en s'est pas sortie encore. Mais Obama a pu partir de cette situation pour arriver à une croissance très honorable. Ça, c'est à son actif. La seule chose qui a manqué à Obama sur le plan interne, c'est la rétribution de la richesse créée, qui n'est pas allée jusqu'au fond. Et voilà en fait ce qu'on peut lui reprocher dans la gestion interne. Dans la gestion au niveau international, ça a été de la catastrophe. La catastrophe pour la puissance américaine. Lorsque l'on dit, par exemple, qu'on ne doit pas franchir une ligne rouge en Syrie et qu'on franchisse cette ligne rouge, et rien ne se passe, c'est une faiblesse du pays le plus puissant au monde. Lorsqu'on vient assassiner Kadhafi par un manchon d'État et à la fin de son mandat, on s'excuse pour dire en fait que c'était pour accompagner la France et l'Angleterre qui aussi les avaient accompagnés pour l'Afghanistan et qu'on fait ce mea culpa, je crois que c'est un crime d'État. Et voilà les faiblesses qui ont, et c'est en fait la désorganisation de l'Afrique aujourd'hui peut être partie de ce que Obama a eu à faire en complicité avec Sarkozy et autres. Je retiens que le président Obama a été non seulement un exemple pour les États-Unis, mais un exemple pour le monde entier. Pas parce que les États-Unis sont la première puissance mondiale, parce que Obama lui-même a su être le président qu'il fallait être. Et en dehors de sa politique nationale, que moi j'ai beaucoup apprécié, il a aussi jeté un regard vers l'Afrique à travers ses programmes d'échange, dont le Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Des promoteurs d'activités génératrices de revenus, deuxième génération qui retrouvent le sourire. Ils sont au nombre de 48 à recevoir des chèques pour le démarrage de leur micro-projet. Un chef-d'œuvre du PAGAP, le projet d'appui à la gestion des aires protégées avec le soutien de la Banque mondiale à travers sa deuxième composante. Le coût total de ces micro-projets est de 115 766 338 francs CFA, dont 109 978 021 francs CFA sollicités auprès de PAGAP. Les coûts de ces micro-projets varient de 629 005 francs CFA pour le bas à 16 527 625 francs pour le plus élevé. 1080 promoteurs de micro-projets ont soumissionné, mais à l'arrivée, 48 seulement ont reçu l'accord des membres du jury pour bénéficier du soutien du PAGAP.
Les bénéficiaires de ces micro-projets puissent véritablement bien gérer les projets qu'ils ont soumis. J'ai été un ancien braconnier reconverti et je pense que c'est de là que l'idée est partie de créer des AGR, activités génératrices de revenus, en périphérie des parcs nationaux. Les bénéficiaires ont dit toute leur joie de voir l'aboutissement heureux de la phase de mise à disposition des fonds pour le démarrage effectif des projets. L'objectif visé par les organisateurs est de promouvoir la paix et l'harmonie entre toutes les religions vivant sur toute l'étendue du territoire national. Religion, tolérance et laïcité. C'est le thème de cette conférence interreligieuse. Elle vise à faire comprendre à tous que pour vivre en paix et être en phase avec les initiatives de développement, il faut s'accepter dans nos différences en tous égards. Je voudrais vraiment qu'elle impacte le dialogue interreligieux et que vraiment nous puissions nous accepter, puisque tout à l'heure j'ai suivi le Coran, nous venons tous d'un même Dieu et nous devons le comprendre enfin pour que ce pays se développe, le Bénin se développe. 1967-2017, cela fait un demi-siècle que la Jamaat islamique Ahmadiyya est implantée au Bénin. La conférence est donc le début d'une série de manifestations pour célébrer le cinquantenaire de cette communauté. Ici aussi au Bénin aussi, nous avons passé ces 50 ans avec le même message, l'amour pour tous et la haine pour personne. Et l'amour, effectivement, c'est quelque chose de parler, de propager et de coexister, de rester ensemble. De prêcher, c'est une bonne chose, mais il faut pratiquer, parce que le monde a besoin de pratique d'aujourd'hui. Donc, la raison pour laquelle il faut assister, c'est là que la Jamaat islamique Ahmadiyya, l'islam que nous avons compris, c'est l'islam de l'amour pour tous et la haine pour personne. Plusieurs dignitaires religieux ont passé le même message unificateur, l'amour pour tous, la haine pour personne. Au cours de l'année, la Jamaat islamique Ahmadiyya a prévu plusieurs activités au nombre desquelles des missions chirurgicales, l'assistance aux couches démunies et des loisirs éducatifs. L'attroupement s'apparente ici à une manifestation de la Gani en milieu d'Indie. Il n'en est rien, il s'agit plutôt de retrouvailles entre les filles et fils de la collectivité Traoré de Kandi. Les manifestations démarrent par une prière musulmane, ensuite la cérémonie officielle pour marquer l'existence de cette collectivité. L'appellation Traoré, d'où est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qui leur est revenu dans la chefferie de Kandi? Leur contribution pour le développement du milieu. Et nous n'avons pas voulu limiter les Traoré. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi les enfants-filles qui ont fait des enfants et qui ont accepté s'associer. Donc aujourd'hui, Traoré est vraiment un domaine où on ne peut plus rentrer dans les ramifications, dans les détails pour décourager les uns et les autres. Certains de nos parents sont au Niger, certains sont au Nigeria, un peu partout, mais c'est l'islam, le Coran qui nous a amenés à Kandi. L'objectif principal, c'est la reconnaissance. Il y a plein de gens ici, plein de visages ici. On se voyait en ville, ou bien on se voit même à Cotonou, ou bien à Parakou. Mais on ne savait pas que nous étions tous issus de la même collectivité. Donc c'est une grande opportunité pour nous. Et ça nous permet davantage aussi de prier pour nos défunts, c'est-à-dire ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui ont mis au monde nos parents qui sont à l'au-delà à l'heure actuelle. Nous avons prié pour eux hier. Aujourd'hui aussi, à travers la fête, les prières continuent. Et nous demandons Dieu que eux qui sont là-bas, qui nous voient de loin, que eux-mêmes ils puissent prier pour nous. Après cette 4e édition, la collectivité Traoré entend mieux s'organiser pour rallier les frères et sœurs de la diaspora. Le pain tissé, célébrer le temps d'une soirée. Porter le pain tissé, c'est d'abord faire valoir sa propre culture et c'est ma contribution citoyenne au développement d'une économie de solidarité. L'initiative est superbe, celle donc de faire la promotion du pain tissé. C'est notre culture et cette culture est riche pour être vendue, pour être exportée de par le monde. Ils sont là pour célébrer la beauté du pain tissé, les enfants richement habillés. Ils sont là aussi, les hommes politiques et les hommes des médias. Pour ouvrir donc le bal Awa Sherif en pain tissé, à sa suite Rachidat Biomaman,
Voici Abiatou Marou et Ginette Domingo. Ce soir, elles ne sont pas passées inaperçues. Vous avez vu comment elles étaient élégantes, elles ont de la classe, elles ont de l'allure. C'est de belles dames qui ont défilé, je dis bravo. Indépendamment de leur talent de journaliste, on découvre qu'elles ont également des talents de mannequin. Elles étaient très élégantes, très à l'aise. Pour la promotion et l'entrée dans les habitudes du port du pain tissé, des engagements sont pris. J'ai pris l'engagement de faire d'une journée, les vendredis, la journée du pain tissé. Je vais convaincre les députés de l'Assemblée nationale, avec à leur tête le président de l'Assemblée, à participer à ce défilé. Le pain tissé tous les jours, à toutes les occasions, c'est le souhait de l'initiatrice de l'événement. Merci, Madame Sénat. C'est désormais au moins 236 personnes qui auraient été tuées dans le bombardement accidentel d'un camp de déplacés ayant fui les violences de Boko Haram par l'armée de l'air nigériane à Ran, dans le nord-est du pays, a affirmé samedi à l'AFP un responsable local. Le président du gouvernement local, Babagana Malarima, a affirmé que les gens qui ont enterré les personnes tuées de leurs propres mains ont reconnu avoir enterré 234 morts et que plus tard, il a été informé du décès des 2 blessés évacués à Maïdougouri. Un précédent bilan de Médecins sans frontières MSF faisait état d'au moins 90 morts. Au moins 6 volontaires de la Croix-Rouge nigériane ont été tués et 13 autres blessés. Le bombardement accidentel a eu lieu à Ran, proche de la frontière camerounaise, lorsqu'un avion de l'armée de l'air nigériane a pris un camp de près de 40 000 personnes déplacées pour une base du groupe islamiste Boko Haram. Sur ces images, le convoi de Yaya Jammeh qui roule en direction de l'aéroport de Banjul. Jammeh a quitté son pays en compagnie du président guinéen Alpha Condé. Le désormais ex-président de Gambie a posé ses valises en Guinée équatoriale après une escale à Conakry. Information confirmée par le président de la commission de la CEDEAO. L'avion transportant le président Yaya Jammeh, après son discours qu'il a eu à effectuer hier nuit, l'avion a atterri en Guinée, Guinée-Conakry. Et un autre avion qui l'attend et qui doit l'emmener en Guinée équatoriale. Donc voilà, et on peut dire que tout se passe comme on l'aurait souhaité. Le départ de Jammeh a été accueilli avec joie à Banjul. Oui, nous sommes heureux. Vous pouvez même interroger les autres. Ce n'est pas un président, c'est un dictateur. La Gambie vient donc de tourner la page des 22 ans de règne de Yaya Jammeh. Une nouvelle ère commence, celle d'Adama Barrow. Le nouveau président attend maintenant l'aval de la CEDEAO pour se rendre à Banjul afin de s'installer dans le palais abandonné par son prédécesseur. À 3 mois de la présidentielle, le coup d'envoi de la primaire de la gauche a été donné ce matin en France. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, a voté dans son fief d'Évry. Il fait figure de favori aux côtés d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon. Les électeurs doivent départager 7 candidats réunis sous la bannière du Parti socialiste et de ses alliés. Le seul message à faire passer aujourd'hui, c'est celui de la participation. Donc il faut que les Français, il faut que les électeurs aillent voter. C'est le plus important. Là, maintenant. Les dés sont jetés, donc chacun maintenant est engagé dans cette journée. Les dirigeants du Parti socialiste espèrent mobiliser au moins 1,5 million d'électeurs. Benoît Hamon a déposé son bulletin dans sa ville de Trappes. L'ancien ministre a le vent dans le dos depuis plusieurs semaines, défendant l'instauration d'un revenu universel. Ces idées, je les porte dans toute la France, en métropole, dans les outre-mer, auprès des Français de l'étranger aussi. J'espère avoir convaincu, nous verrons. Selon que la participation est forte, elle donnera beaucoup de légitimité à celui qui sera choisi. Si elle est faible, ce sera plus difficile, donc il faut qu'elle soit forte. Arnaud Montebourg, ancien membre du gouvernement, lui aussi a voté chez lui en Saône-et-Loire. En lice également l'ancien ministre Vincent Peillon, les écologistes François de Rugy et Jean-Luc Benamias, ainsi que la présidente des radicaux de gauche Sylvia Pinel. Le second tour aura lieu dimanche prochain. D'autres candidats de la gauche comme Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon ont choisi de ne pas participer à cette primaire. Le vainqueur de la primaire socialiste est donné pour l'instant 5e de l'élection présidentielle dans les sondages.
opérateurs économiques, commerçantes et commerçants, citoyens de toutes catégories. Bâtir une maison ou un centre de commerce autour d'un poteau électrique, c'est mettre sa vie et celle des autres en danger. Évitons par tous les moyens cette cohabitation à haut risque avec les poteaux électriques.